Morty Nelson, un restaurateur qui habite un paisible appartement à quelques pas de son établissement de quartier, se lève et commence à se préparer pour sa journée de travail. Morty habite seul et la première chose qu'il fait chaque matin au lever du lit est de dire bonjour à son unique compagnon, un perroquet très bavard du nom de Crackers. Oh, bonjour, Crackers. Salut! Salut, toi. Morty a consacré sa vie à son animal de compagnie. Il a passé les 7 dernières années à lui apprendre une multitude de mots et de tours. Il est même allé jusqu'à nommer son restaurant en l'honneur de son oiseau adoré. Morty ouvre son restaurant accompagné de son chef cuisinier Pedro et s'attend à une après-midi tranquille. Il place Crackers sur son perchoir dans l'espoir que le charme de son volatile attirera les clients. J'ai besoin de toi pour faire des affaires, d'accord? Ça va? Depuis son adoption par Morty, Crackers est devenu une célébrité locale. Salut, Crackers! Salut, toi. Coucou! Comment ça va, Crackers? Et Morty lui a même appris à répondre à ses clients en les appelant par leur prénom. Salut! Il est ainsi devenu le centre d'intérêt principal de tous les habitués du restaurant. Oh, trop mignon! Quand on devient une célébrité, même si ce n'est qu'une célébrité locale comme Crackers, c'est à double tranchant. Les gens veulent sans cesse vous approcher et faire partie de votre entourage. Mais parfois, certaines de ces personnes peuvent s'avérer un peu louches. Et quand ce type d'individu entre dans votre vie, la situation peut vite dégénérer et prendre une tournure dramatique. N'est-ce pas, Crackers? Ce vendredi après-midi, Morty réalise que depuis 2 mois, les affaires ne tournent pas aussi bien que d'habitude. Il renvoie son cuisinier chez lui, craignant de ne pas avoir suffisamment d'argent pour lui payer une journée de travail complète. 1 heure plus tard, Morty s'apprête à servir un dessert à l'une de ses plus anciennes clientes, une superbe femme et grande admiratrice de Crackers du nom de Regina DeLange. Alors que Morty retourne en cuisine pour laver des assiettes, un homme entre dans le restaurant. Il croise le regard de Regina et lui adresse un sourire de séducteur. Bien que l'homme soit un inconnu, elle lui sourit en retour. Mais lorsque Morty revient de la cuisine, l'homme sort une arme et l'abat de sang-froid. Non! Avant même d'avoir le temps de hurler, l'homme s'approche de Regina et la pointe avec son arme. Menaçant, il lui ordonne de ne pas faire de bruit. L'homme se dirige vers le comptoir, ouvre la caisse et s'empare de l'argent. Terrifiée, Regina observe la scène en silence. Mais Crackers commence à s'agiter. Pilla! Pilla! L'homme jette un regard menaçant au perroquet, mais Crackers continue son raffut. La ferme, Crackers! Alors, il tire une balle en direction du volatile. Il rate la cible, mais Crackers redevient silencieux. L'homme s'approche de Regina et lui demande son permis de conduire. Après avoir regardé le document, il la menace. Si elle parle à qui que ce soit de ce meurtre, il la retrouvera et la tuera. Je ne dirai rien à personne! Puis, il lui fait un clin d'œil et disparaît. Regina sort de l'argent de son sac à main, paye son addition en liquide, prend Crackers avec elle et s'enfuit. Une fois de retour à son appartement, elle se décide à appeler la police, mais change finalement d'avis. Elle se souvient des menaces. Si elle parle, il la tuera. Chaque personne réagit différemment après un événement traumatique. Cette femme n'imaginait pas qu'elle assisterait à un meurtre en plein milieu de son dessert. Mais le plus terrifiant, c'est que sa vie pourrait être menacée si elle contacte la police. Mais que faire de Crackers? Elle décide de le garder jusqu'à ce que la police parvienne à mettre la main sur l'assassin de Morty. Dans la panique, Regina a commis une grave erreur. Elle a quitté le restaurant en emportant avec elle un oiseau que tout le monde connaît dans la ville. Elle ne peut le confier à personne, n'importe qui saura qu'il s'agit de Crackers. Et le problème pour Regina, c'est que lorsque le témoin d'un meurtre ne le signale pas à la police, il peut être considéré comme complice après le fait. Les policiers arrivent sur la scène de crime et ouvrent l'enquête. Récemment transférée d'un poste de police de Harlem, c'est l'enquêteuse Laura Brewer qui est en charge de l'affaire.
Brewer commence ses recherches, mais constate rapidement que l'établissement ne lui sera pas d'une grande aide. Il n'y a aucune caméra de sécurité ayant pu filmer la scène, aucun témoin, et le mobile n'est pas évident. Que venait chercher le voleur? L'argent qui a disparu de la caisse? Ou plutôt le célèbre perroquet qui n'est plus sur son perchoir? La police a tout vu. Certains individus assassinent pour de la drogue, pour des objets de collection et même pour des sommes d'argent dérisoires. Tout a un prix. Les enquêteurs ne peuvent s'empêcher de soupçonner que le voleur est venu pour s'emparer de Crackers. Les seuls indices relevés par la police se trouvent sur une table. Un petit gâteau à moitié entamé, une facture grassement payée, un impact de balle au-dessus du perchoir de Crackers et, pour finir, une trace de rouge à lèvres orange sur une tasse de café. Tous les éléments retrouvés sur la scène de crime mènent à des conclusions contradictoires. S'il s'agit d'un braquage, pourquoi l'argent est-il encore sur la table? D'ailleurs, pourquoi ce client a-t-il laissé une si grosse somme pour son repas? Et si le motif de l'agression était le vol du perroquet, alors pourquoi lui avoir tiré dessus? Et maintenant qu'il a disparu, est-ce qu'il est encore en vie? Tous les éléments semblent pointer vers la même conclusion. La personne qui a tué Morty est venue pour s'emparer de Crackers. Après avoir collecté les éléments de preuve, l'enquêteuse Brewer se penche sur le corps de Morty. Elle examine minutieusement la victime à la recherche d'indices potentiels. Mais elle ne trouve rien, et le temps presse. Brewer doit agir rapidement afin de retrouver le tueur avant qu'il ne frappe à nouveau. Très peu de femmes portent du rouge à lèvres de couleur orange. L'enquêteuse commence alors à interroger les voisins du restaurant, afin de savoir s'ils connaissent une femme qui a l'habitude de porter cette couleur si particulière. Police! Ce travail de terrain lui permet d'obtenir un nom, Regina DeLange, une femme connue dans le quartier pour son exubérance. Les voisins ont tous une histoire farfelue à raconter au sujet de Regina. Mais mis à part les confidences au sujet de sa personnalité, tous ceux qui la connaissent n'ont aucune idée de l'endroit où habite Regina. Et la police ne retrouve aucune adresse à son nom. Parfois, il vaut mieux ne pas avoir de témoin du tout que d'en avoir un qui est apparemment un peu dérangé. Mais l'enquêteuse Brewer doit retrouver cette femme et se faire sa propre idée. Il est fort possible que ce témoin soit tout à fait sain d'esprit, mais un peu excentrique. Pendant ce temps, Regina est à son domicile, mais elle a toutes les peines du monde à s'occuper de Crackers. Tu veux une barre tendre? Tu as peur de moi? Elle ne parvient pas à le nourrir, d'autant plus qu'elle n'a aucune idée de ce que mange ce genre d'animal. Mais tout à coup, elle reçoit un appel mystérieux qui lui glace le sang. La voix est celle du tueur du restaurant. Les pires craintes de Regina se confirment. Le tueur a l'air prêt à mettre sa menace à exécution. Elle doit se rendre à l'évidence. Après quelques minutes d'une conversation anodine, le tueur annonce à Regina qu'il va la rejoindre à son domicile. Elle pourra lui préparer un bon repas pour le remercier de ne pas l'avoir tué. Si elle refuse, il mettra le feu à son immeuble. Regina est présentement dans une impasse totale. Elle ignore le nom ou l'adresse de l'agresseur. Elle n'a aucune information à communiquer à la police et elle a peur de ne pas être crue par les forces de l'ordre. Après tout, c'est elle qui a pris Crackers. Mais par contre, si elle accepte l'offre de cet homme au lieu d'aller immédiatement voir la police, c'est que quelque chose ne tourne pas rond dans sa tête. Alors qu'elle tente de réfléchir à un plan, Regina fait patienter l'homme aussi longtemps qu'elle le peut. Mais plus la conversation avance, et plus elle se sent séduite par l'inconnu. En à peine quelques minutes, Regina baisse la garde et commence à plaisanter avec le malfaiteur. Elle lui demande s'il a l'intention de la tuer, mais il lui répond que tout ce qu'il veut, c'est son repas en tête-à-tête. Ensuite, il reprendra sa route. Regina hésite, mais accepte finalement de le recevoir s'il promet de ne pas lui faire de mal. Juste avant l'arrivée du tueur, Regina s'inquiète. Elle craint qu'en voyant Crackers, l'homme se mette en colère. Alors elle cache le perroquet dans le placard et lui dit de se tenir tranquille. Au revoir, mon chéri.
Quelques minutes plus tard, le tueur arrive à l'appartement de Regina, un sac d'épicerie à la main. Il lui dit qu'il va l'aider à concocter un repas gastronomique italien. Regina et le malfaiteur cuisinent, discutent et passent une soirée des plus agréables. Regina baisse la garde et se laisse faire quand il lui donne à manger des tomates cerises. Regina est de plus en plus attirée par cet homme. Les deux tourtereaux rient et batifolent alors qu'une idylle naissante semble se profiler. Santé. Santé. Durant le repas, l'homme se confie sur les raisons qui l'ont poussé à tuer Morty. Il prétend que c'est à cause d'un terrible secret et d'une dette que Morty a perdu la vie. Mais il déclare ne plus avoir l'intention de tuer. Morty était sa dernière victime. Regina n'est pas une femme ordinaire, mais c'est probablement le jour le plus étrange de toute sa vie. Elle vient de préparer un souper pour un homme qui vient tout juste de commettre un meurtre. Et plus la soirée avance, plus elle a envie de l'embrasser. Le tueur demande à Regina si la police est venue l'interroger au sujet du meurtre de Morty. Regina lui répond qu'elle n'est pas sortie de chez elle de toute la journée et qu'il est la seule personne à qui elle a parlé depuis son retour à l'appartement. Je te promets. C'est juré. Regina vient de commettre une erreur fatale. Elle a avoué au tueur qu'elle était le seul et unique témoin du meurtre. Merci. J'ai apporté le dessert. J'adore ça. L'homme se lève de table et sort de son sac une paire de gants en plastique. Il prétend vouloir préparer à Regina un dessert européen très spécial et que les gants lui éviteront de trop se salir les mains. Je vous l'avais dit. Tu vas adorer. J'en suis sûre. Alors que Regina ne se doute de rien, le tueur se jette sur elle et la poignarde à l'estomac en couvrant sa bouche avec son autre main. L'homme laisse le corps sans vie de Regina affalé sur la table de la cuisine. Il sort de son sac une fausse lettre de suicide et la dépose à côté de sa victime. Quelques heures plus tard, l'enquêteuse Brewer localise enfin le domicile de Regina. Elle frappe à la porte, mais aucune réponse. Après avoir enfoncé la porte, l'enquêteuse fait une découverte macabre. Regina DeLange est morte, assassinée de multiples coups de couteau. Brewer examine le corps de Regina, mais elle entend un bruit étrange venant du placard. À l'intérieur, elle découvre Crackers. Elle le dépose sur le comptoir, mais le perroquet ne cesse de répéter « pilleur, pilleur, pilleur ». Après avoir calmé le perroquet, l'enquêteuse Brewer se penche sur la lettre de suicide retrouvée sur la table de la cuisine. Une simple lecture lui suffit pour comprendre qu'elle n'est pas authentique. Elle a été tapée à la machine et non rédigée à la main. Cet homme est à la fois un professionnel et un parfait imbécile. Lorsque la police découvre un corps accompagné d'une lettre de suicide tapée à la machine, c'est toujours très suspect. Les gens qui se suicident ont tendance à écrire leur lettre d'adieu à la main. Une lettre tapée à l'ordinateur cache souvent quelque chose. Et lors de la fouille de l'appartement de Regina, les soupçons de l'enquêteuse Brewer se renforcent. En effet, la victime ne possède pas d'ordinateur ou de machine à écrire. Mais Brewer retrouve un rouge à lèvres orange dans la salle de bain de Regina, ce qui signifie qu'elle est sur la bonne piste. Peu à peu, l'enquête s'éclaircit. Les policiers savent désormais que le tueur en avait après l'argent du tiroir-caisse de Morty. S'il était venu pour voler le perroquet, alors pourquoi ne pas l'avoir récupéré chez Regina? La seule chose qui est sûre, c'est qu'un tueur est toujours en liberté. Ils doivent faire vite. L'enquêteuse Brewer écarte rapidement la théorie du suicide de Regina. Son seul indice réside dans Crackers, qui continue à piailler. Dans l'impasse, l'enquêteuse Brewer relit son dossier une nouvelle fois. Je me mets à la place des enquêteurs. Ils doivent se sentir impuissants. Le meurtrier a laissé beaucoup de traces derrière lui, mais aucun des éléments découverts sur la scène de crime ne débouche sur une piste claire.
Alors que les médecins légistes passent Crackers au peigne fin à la recherche d'éléments de preuve, l'enquêteuse Brewer écoute plus attentivement les mots que répète le perroquet. Pilleur. Pilleur. L'enquêteuse Brewer trouve très étrange que le mot « pilleur » fasse partie du vocabulaire que Morty a appris à son perroquet. Pourquoi lui enseigner un mot dont il ne ferait jamais l'usage? Elle se souvient alors que durant son interrogatoire, le cuisinier du restaurant lui a révélé que Crackers appelait certains clients par leur prénom. Une façon originale de les accueillir à leur arrivée au restaurant. Et tout à coup, c'est le déclic. Leur meilleur indice se trouve en fait sous leurs yeux. Brewer comprend alors que Crackers ne prononce pas le mot pilleur, mais plutôt le prénom Pierre. Elle retourne en urgence jusqu'à la scène de crime et étudie les additions des jours précédant le meurtre. Elle pense désormais que Morty connaissait son assassin, ce qui explique pourquoi le restaurateur a été abattu pendant le braquage. L'enquêteuse a décidé de suivre son intuition et de prendre des risques. Mais lorsqu'un tueur est en liberté, il faut étudier toutes les pistes. Brewer trouve plusieurs factures au nom de Pierre. Elle compare alors les individus à la base de données de la police pour déterminer si certains d'entre eux ont déjà eu affaire avec la justice. Un certain Pierre Penny sort du lot. Un individu condamné pour de multiples agressions est connu pour être l'homme de main de la mafia. Récemment, une rumeur circule dans la ville. Pierre Penny extorquerait de l'argent à de petits commerçants ayant contracté des prêts auprès de la pègre locale. L'enquêteuse Brewer se lance à la recherche de Penny. Quand vous avez des antécédents aussi nombreux que ceux de Pierre Penny, on vous place immédiatement tout en haut de la liste des suspects. Félicitations! Brewer doit absolument retrouver ce Penny. Même s'il n'est pas l'assassin de Morty, il fait partie de toute une communauté de truands qui savent probablement qui a fait le coup. Brewer apprend que Penny travaille à mi-temps dans un grand magasin. En à peine une heure, elle parvient à le retrouver et le ramène au poste de police pour l'interroger. L'enquêteuse Brewer doit être prudente. Son principal témoin est un oiseau très mignon. Mais pas facile de faire témoigner un oiseau lors d'un procès. C'est le genre de chose qui va à coup sûr vous attirer les moqueries du juge et des jurés. Où étiez-vous ce matin-là? Brewer questionne Penny sur l'endroit où il se trouvait le matin de la mort de Morty. Mais son alibi est mince. Il se baladait pour profiter de la matinée. Elle l'interroge alors sur ce qu'il faisait le soir de la mort de Regina. Je suis rentré et j'ai fait une sieste. L'enquêteuse ne relâche pas la pression et assaille son suspect de questions. Qui fait une sieste à 7 heures du soir? Quand s'est-il rendu au restaurant de Morty pour la dernière fois? Mais Brewer finit par épingler Pierre grâce à la question fatidique qui lui brûle les lèvres depuis le début de l'interrogatoire. Avez-vous tué Morty Nelson? Pierre nie toute implication et déclare « Vous n'avez aucune preuve. Vous n'avez aucun témoin. Vous n'avez rien contre moi. Laissez-moi partir. » Mais l'enquêteuse Brewer abat une carte qui laisse Penny sans voix. Elle lui dit qu'il a commis une erreur monumentale. Un témoin a assisté à la scène et l'a formellement identifié. C'est un coup très risqué de la part de Brewer. Elle vient de fournir au suspect toutes les informations dont il a besoin pour parvenir à échapper à la justice. S'il est malin, il pourra probablement s'en tirer, car l'enquêteuse Brewer réussir à piéger son suspect. Pierre se creuse la tête. Est-ce que ce témoin était dans la cuisine ou dans la salle de bain au moment du meurtre? Est-il en train de l'observer en ce moment, derrière le miroir sans teint? C'est bon, je vais tout vous dire. Finalement, Pierre cède sous la pression. Il admet avoir tué Morty et volé l'argent. Morty refusait de payer les patrons de Pierre depuis près de 18 mois. Après ses aveux, l'enquêteuse Brewer demande à Pierre s'il souhaite affronter le témoin qui a permis de l'identifier sur la scène de crime. Pierre accepte. Il veut voir le visage de son délateur et lui faire payer lorsqu'il sortira de prison. Lorsque Brewer et Penny quittent la salle d'interrogatoire, le suspect se retrouve face à Crackers dans sa cage.
L'oiseau commence immédiatement à dire « Pierre, Pierre ». Pierre est stupéfait. Un mélange de colère et d'humiliation d'avoir été trompé par une policière et un oiseau. Mais il sait qu'après ses aveux, c'est une longue peine de prison qui l'attend. C'est le genre d'affaire que seul un enquêteur faisant preuve de créativité pouvait résoudre. L'ironie du sort dans cette histoire, c'est qu'alors que Penny va passer le reste de ses jours derrière les barreaux, Crackers a échappé à sa prison. Il va désormais vivre dans un sanctuaire d'oiseaux. Il ne sera plus jamais retenu dans une cage, libre comme l'air.